suivante. Alors que son centre contrôle le plateau de Pratzen, il va délibérément sacrifier cette position pour inciter les Russes à attaquer là. Donc, en conservant simplement une mince ligne de défense sur son aile droite, il retire ses troupes du plateau et laisse l'adversaire s'en emparer. Les Russes se sont dit, c'est gagné. On tient les hauteurs au sud où les Français sont peu nombreux, on va les attaquer là et bousculer toute leur armée. Napoléon avait bien jaugé son adversaire. Devant son état-major, le tsar se prononce pour une attaque immédiate. Aux côtés du tsar, il y a Koutouzov, un vétéran qui combattait déjà dans l'armée russe sous le règne de Catherine II. Koutouzov a essayé de modérer les ardeurs du tsar. Il sentait le piège. Il n'a peut-être pas exactement compris, mais il a senti. C'était un vieux renard. Mais revenons à la veille de la bataille. Dans la soirée du 1er décembre, après avoir dîné de son plat préféré, pommes de terre frites et oignons, l'empereur passe ses troupes en revue. Il est particulièrement calme et de bonne humeur. Voilà la plus belle soirée de ma vie, dira-t-il avant de rentrer sous sa tente. Les acclamations des soldats ont fusé sur son passage. Vive l'empereur! Longue vie à l'empereur! Et les hommes allument des torches qu'ils brandissent pour acclamer leur général. Le camp français tout entier est comme illuminé. Les généraux russes et autrichiens, qui voyaient ça de loin, furent convaincus que les Français mettaient le feu à leur bivouac avant de commencer leur retraite. Quand le jour se lève, le 2 décembre, le plateau de Pratzen est noyé dans un épais brouillard. De son poste sur la hauteur, le tsar, qui a hâte de vaincre, ordonne à ses troupes de descendre bousculer l'aile droite française retranchée dans le village de Telnitz. Napoléon leur a préparé une surprise. Il a fait venir secrètement de Vienne 2 divisions qui ont couvert les 120 km en 2 jours. Et il leur fait prendre position là où l'adversaire les attend le moins. L'ennemi se comporte très précisément comme s'il effectuait une manœuvre sous mon commandement. Napoléon. Napoléon a obtenu ce qu'il voulait, une attaque contre son aile droite. À lui maintenant de jouer et de reprendre le plateau de Pratzen, laissé pratiquement sans défense par les Russes. Il a massé 2 corps d'armée au pied du plateau, 17 000 hommes que le brouillard dissimule. Il donne l'ordre d'avancer. Un coup de vent pour déchirer ce voile, dit-il, et la guerre est finie. Ce sera le soleil qui, en perçant, balayera le brouillard. Pour le tsar, qui a pris position tout en haut du plateau, ces soldats sont comme une apparition. Ils semblent venir du ciel, dit-il à son aide de camp. Dites plutôt de l'enfer, lui répond celui-ci. Alexandre ne savait plus quel parti prendre.
Il était complètement perdu. Et il a également perdu tout contrôle sur sa propre armée. Ça a été la panique complète sur le plateau et lui n'a plus participé à la bataille. Se croyant attaquant et se voyant attaqué, l'ennemi s'est regardé comme à demi battu. 30e bulletin de la Grande Armée. À 9h30 du matin, les Français sont les maîtres du plateau de Pratzen, d'où ils vont prendre les ennemis à revers et les balayer. À 5h du soir, tout est terminé. Le silence va tomber sur Austerlitz en même temps que la nuit. Napoléon ne pouvait rêver plus somptueuse célébration de son couronnement que cette formidable victoire. Le bilan des pertes est lourd. On déplore 9000 tués et blessés du côté français, 16 000 chez les Russes et les Autrichiens. Ce qui reste de l'armée russe écrasée repart vers la Russie. Quant à l'arrogant François II, dont la famille règne sur le Saint-Empire depuis 4 siècles, il va devoir s'abaisser à demander une paix humiliante au petit parvenu corse, cet empereur de l'année d'avant. Une bataille a été livrée aujourd'hui, qui n'a pas très bien tourné. Lettre de François II à sa femme. J'ai battu les armées russes et autrichiennes, commandées par 2 empereurs. Je me suis un peu fatigué. Je vais dormir 2 ou 3 heures. L'armée russe est non seulement battue, mais détruite. Je t'embrasse. Lettre de Napoléon à Joséphine. Napoléon est en fait un artiste. Et la chose militaire a toujours été traitée par lui comme par un artiste. Donc il invente une situation où la situation lui est imposée par les événements, il réfléchit et il trouve une solution. Mais il aime la guerre, c'est vrai, il aime la guerre, mais il aime la guerre comme un art. Soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Soldats, lorsque je vous ramènerai en France, mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on réponde « Voilà un brave ». Proclamation à la Grande Armée. Paris célèbre la victoire avec faste. Elle est si éclatante qu'elle devrait garantir, semble-t-il, une paix durable. En fait, la paix durable se prolongera 6 mois. Je dois sans cesse remettre en jeu mon existence et celle de l'Empire. La conquête militaire seule m'a mis où je suis. Et la conquête seule me permettra de m'y maintenir. Napoléon. Cette fois, c'est la Prusse qui a choisi d'affronter l'empereur. L'affaire ne va pas traîner. L'idée que la Prusse ose me défier seule est à ce point ridicule qu'elle ne mérite pas d'être relevée. Napoléon. 3 semaines à peine, et 2 batailles vont lui suffire pour mettre les Prussiens à genoux. Iéna, Auerstedt, 25 000 tués ou blessés, 140 000 prisonniers. L'armée prussienne n'existe plus. Et Napoléon fait une entrée triomphale dans Berlin aux accents révolutionnaires de la Marseillaise. Le voici dans son rôle préféré, incarnant la France des droits de l'homme, de cette France qui libère les peuples opprimés. Le Code civil, d'accord, mais la libération des peuples, le droit à la liberté, il ne faut pas rêver. Je me suis rendu compte que les hommes ne naissent pas pour être libres. La liberté n'est un besoin que pour une catégorie peu importante de la population. Napoléon. Et les Français semblent lui donner raison. Les Français sont indifférents à la liberté. Ils ne la comprennent ni ne l'aiment. La vanité est leur seule passion. Stendhal.
Cette vanité, il va la flatter en rétablissant les fastes et les honneurs de l'ancienne cour. Il règne en monarque traditionnel, mais un monarque qui gouverne et qui a l'œil à tout. Il dit « Je ne connais pas de limite à mon travail ». La journée de Napoléon est une journée remplie 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil et surtout, il a la possibilité de dormir par petites étapes, par petits morceaux. Napoléon sait à tout moment l'état de ses finances, l'état de son administration, l'état de son armée. Rien ne lui échappe et il délègue pratiquement jamais. Il était capable d'embrasser plusieurs problèmes en même temps. L'empereur dictait avec une facilité étonnante, seulement il dictait trop vite. La première fois que j'écrivis sous sa dictée, je suais sang et eau pour le suivre. Ponce de Léraud. En bon Corse, Napoléon fait profiter sa famille de son élévation, distribuant les trônes d'Europe à ses frères et sœurs. Louis est fait roi de Hollande, Joseph obtient le royaume de Naples et Jérôme celui de Westphalie. J'ai besoin de ma famille pour stabiliser ma dynastie. Si j'avais distribué les trônes au mérite, mes choix auraient été autres. Napoléon. Les sœurs ne seront pas oubliées non plus. L'une est faite reine, Caroline, une autre princesse, Pauline, et la troisième grande duchesse, Élisa. Seule sa mère n'eut aucun titre autre que celui de Madame Mère. Elle refusait ce genre d'honneur. Napoléon aura toujours beaucoup de révérence pour sa mère. Il sera toujours le fils de sa mère, même quand il sera empereur. C'était une femme qui avait été très étonnée par la réussite de son fils et qui avait peur que les choses ne durent pas. On raconte qu'elle disait toujours « pourvu que ça dure », avec son accent corse, « pourvu que ça dure ». Et Joséphine dans tout ça. Il lui faut tenir son rang d'épouse de l'empereur, mais elle ne prise guère les obligations du protocole. Elle n'aime pas les tristes palais nationaux. À la moindre occasion, et il y en a beaucoup car l'empereur est souvent en campagne, elle se réfugie à la Malmaison, s'occupant de ses fleurs dont elle est très fière et qu'elle fait venir du monde entier. Quant à Napoléon, si sa fougue amoureuse des débuts de leur mariage s'est beaucoup calmée, il reste très attaché à son épouse. Il me considère comme un des rayons de son soleil. Joséphine a une amie. Napoléon a trouvé en Joséphine une femme qui réalisait tous ses souhaits. Elle a tenu son rôle d'impératrice d'une manière admirable. Elle le complétait. Comme Napoléon disait, moi je gagne des guerres et elle gagne les cœurs. Joséphine est désormais d'une indiscutable fidélité. Les seuls reproches que son mari ait à lui adresser concernent ses extravagantes dépenses, près d'1 million par an pour ses seules toilettes. Par contre, c'est son tour à elle d'être jalouse. Marie Walewska, Mademoiselle Georges la comédienne, Marie Dagou. Napoléon collectionne les maîtresses avant tout, semble-t-il, pour tenir son rang. On a l'impression qu'il n'avait pas personnellement beaucoup de besoins sexuels et qu'en tout cas, les maîtresses qu'il a eues, il les a eues parce que ça se faisait. C'était normal pour un souverain d'avoir des maîtresses. Ça n'était que des aventures, et Joséphine leur donnait plus d'importance qu'elle n'en avait. Si Joséphine lui avait donné un enfant, il aurait été l'homme le plus heureux. Lorsque l'année 1806 se termine, la guerre en Europe continue. Si l'Autriche et la Prusse se sont retirées de la scène, il reste 2 adversaires qui ne sont pas disposés à désarmer, la Russie et l'Angleterre.
Puisque ces deux pays veulent la guerre, ils l'auront. Napoléon a dû renoncer, vu son infériorité navale, à débarquer en Angleterre. Alors contre elle, il a inventé la guerre économique, le blocus continental. La Russie, il ira, si besoin est, la défier chez elle. Les seules victoires définitives, professe-t-il, sont celles qu'on remporte sur le territoire de l'adversaire. En fait, les Russes ont choisi de l'affronter sur le sol prussien. La réponse de Napoléon, ce sera les batailles d'Eylau et de Friedland. 2 victoires, mais à l'arraché, et qui ont entraîné des pertes considérables dans les 2 camps. Au total, on compte entre les Français et les Russes près de 70 000 tués et blessés. Ce n'est plus la guerre, c'est de la boucherie. Lettre d'un général russe au tsar. Les 2 armées sont exsangues et les 2 empereurs acceptent de se rencontrer. L'entrevue aura lieu à Tilsit 10 jours seulement après Friedland. Pour bien montrer qu'ils traitent sur un pied d'égalité parfait, il a été décidé que la rencontre aurait lieu en terrain neutre, un radeau ancré au milieu du Niémen, le fleuve qui tient lieu de frontière entre l'Europe et la Russie. Le tsar, quand il a rencontré Napoléon, n'avait qu'une seule idée en tête, trouver une solution pacifique qui soit avantageuse pour lui. Et la première chose qu'il ait dit à Napoléon en français, c'est « Sire, je haïs les Anglais autant que vous. Sire, я ненавижу англичан так же, как и вы. » Et Napoléon lui a répondu « Alors la paix est faite. » Napoléon va se montrer extrêmement généreux. Il n'a aucune visée particulière sur des territoires russes. Tout ce qu'il veut, c'est que la Russie adhère au blocus continental. Le tsar accepte une alliance secrète entre la Russie et la France contre l'Angleterre. Napoléon tenait essentiellement à cette alliance, et il était prêt à de grandes concessions pour y parvenir. L'alliance franco-russe obligerait, pensait-il, l'Angleterre à traiter. Et l'Europe trouverait enfin la paix. 10 jours auparavant, les 2 hommes se combattaient à mort. Voilà qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Amis au point de ne plus pouvoir se quitter, passant presque tout leur temps libre ensemble pendant les 2 semaines des négociations. Il essaie de séduire Alexandre. Il essaie de lui faire des compliments, il essaie de l'amener sur son terrain. Napoléon est un grand séducteur. Au moment de quitter Alexandre, Napoléon est convaincu de s'être fait plus qu'un allié, un véritable ami. Ça a été une énorme erreur de sa part. Napoléon était convaincu d'avoir séduit Alexandre, sans pouvoir imaginer que celui-ci n'avait aucune intention de respecter leur accord. Napoléon considérait la paix de Tilsit comme une apothéose pour lui et pour son empire. Et à son retour à Paris en juillet 1807, il sera accueilli avec enthousiasme. En France, tout respirait le bonheur, et il faut le dire, l'enivrement du succès. De tous les coins de l'Empire, on accourait à Paris pour voir le vainqueur et sa cour, pour admirer les fêtes qu'on y donnait. Mémoire de Pasquier. L'année 1807 est sans doute le point culminant, l'apogée de l'aventure napoléonienne. L'Empire français s'étend de l'Atlantique à la Russie et de la mer du Nord au sud de l'Italie. Et à ce moment-là, il commence à penser qu'il est infaillible, un peu comme un surhomme, en tout cas comme quelqu'un qui était protégé par le destin, la fameuse étoile. Mais l'ambition n'est jamais satisfaite, même au fait de la gloire. Napoléon. Celui-ci a encore une entreprise à accomplir qui sera, dit-il, sa dernière conquête. Pacifique, celle-là. Je pris en pitié le sort d'un grand peuple. Je saisis aux cheveux l'occasion unique que me présentait la fortune pour régénérer l'Espagne. Mémorial de Sainte-Hélène. Comment les Espagnols ne comprendraient-ils pas que cette armée française n'est venue que pour les émanciper de leur servitude séculaire?
Napoléon était persuadé que le peuple espagnol se révolterait et qu'il serait acclamé. Il s'est trompé complètement sur la mentalité espagnole. Le 2 mai 1808, le peuple de Madrid se révolte contre les occupants. « 150 soldats français sont tués. Alors, les Français se vengent en exécutant des milliers d'Espagnols. La guerre qui s'engage sera sans quartier et aussi sauvage d'un côté que de l'autre. Les Français torturent et mutilent leurs prisonniers. Les Espagnols en font autant. C'est une guerre atroce. C'était une guerre, ce qu'on a appelé la guérilla, hein, ça, le mot vient de cette époque, et c'est une guerre très différente de ce que l'armée française avait connu partout. Pas du tout la guerre glorieuse qu'on faisait ailleurs. Les morts s'accumulent sans que les Français parviennent à briser la résistance espagnole. Mais Napoléon s'entête, il va s'enliser en Espagne 5 ans et y épuiser ses forces. Napoléon n'accepte plus les conseils. Napoléon ne croit plus qu'en lui-même, ne fait confiance qu'en son étoile, et donc il va être aveuglé. Nouveau César, Napoléon ne doute plus qu'il est, comme les dieux, infaillible. Et qu'il a un devoir à remplir, assurer la postérité de sa lignée. Le drame, c'est que Joséphine n'a pas pu lui donner d'enfant. Aujourd'hui, alors qu'elle a 46 ans, l'affaire est sans espoir. Je sais que je serai honteusement chassée de la couche de celui-là même qui m'a couronnée. Joséphine a une amie. Napoléon va hésiter pendant des mois à aborder le sujet avec sa femme. Et puis le 30 novembre 1809, à Fontainebleau, après le dîner, il demande qu'on les laisse seuls et ferme lui-même la porte du salon. Un secrétaire de Napoléon entendra des supplications, des sanglots. Le lendemain, Joséphine court se réfugier à la Malmaison où Napoléon vient la retrouver. Malgré une violente averse, ils se promènent longuement, tous les deux dans le parc, main dans la main. 15 jours plus tard, le divorce est annoncé. Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que, ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur la terre. Napoléon choisira d'être généreux. Joséphine conserve son titre d'impératrice, reste propriétaire de la Malmaison et une pension annuelle de 3 millions de francs lui est allouée jusqu'à la fin de ses jours. Il s'agit maintenant de choisir celle qui sera la mère de ses enfants. Je veux épouser un ventre, dit-il. Ce ventre, ce sera l'archiduchesse Marie-Louise, la fille de l'empereur François II d'Autriche, l'adversaire d'hier. En l'épousant, il va se retrouver, lui, le petit Corse parvenu, allié à l'une des plus anciennes familles royales d'Europe. Mais la jeune princesse est très remontée contre Napoléon. L'idée seule de le voir est pour moi la pire des tortures, écrit-elle dans son journal. Son père la raisonne vigoureusement. Ce mariage apportera à l'Autriche la paix et une alliance avec le plus puissant pays d'Europe. Marie-Louise a été élevée à obéir et n'a d'autre choix que de se rendre en France. La rencontre aura lieu au château de Compiègne. Napoléon va se jeter à la conquête de la jeune Autrichienne avec la même fougue qu'il déployait hier contre les armées de son père et le même succès.
Incapable d'attendre la cérémonie officielle du mariage, il entraîne Marie-Louise au premier étage vers la chambre à coucher, où sans autre préliminaire, il fait de la jeune fille sa femme. Il a raconté par la suite que la future impératrice n'avait prononcé qu'un seul mot, « encore ». Le 2 avril 1810, Paris célèbre le mariage de l'archiduchesse Marie-Louise et de l'empereur Napoléon Bonaparte avec un déploiement de pompe et de magnificence digne de l'union de ces deux empires. Il m'aime avec ferveur, et je réponds sincèrement à cet amour. Il y a chez lui une séduction et une ardeur auxquelles il est difficile de résister. Lettre de Marie-Louise à son père. Un an plus tard, les Parisiens peuvent entendre des salves de canon tirées en signe d'allégresse. C'est pour annoncer que Marie-Louise a donné le jour à un héritier mâle. La naissance d'aucun prince ne produisit plus d'ivresse dans une nation et plus d'effet dans l'Europe que la naissance du roi de Rome. Toutes les puissances d'Europe s'empressèrent d'envoyer les plus grands seigneurs de leur cour pour complimenter l'empereur. Mémorial de Sainte-Hélène. À la surprise générale, l'empereur commence à changer. Le voilà qui pouponne et devient un mari aux petits soins pour sa femme, en un mot, qui s'embourgeoise. Marie-Louise a sur lui et sa proverbiale énergie une influence lénifiante. Il s'empâte et prend du ventre. Il n'a pourtant que 42 ans. Les nuits de veille, les épreuves, la guerre ne sont plus pour moi à mon âge. J'aime mon lit et mon repos plus que tout au monde. Mais j'ai une œuvre à terminer. Napoléon à Caulaincourt. Cette œuvre va le conduire en Russie. Nous sommes au printemps 1812 et Napoléon, refusant d'écouter ses conseillers les plus proches, a décidé d'envahir la Russie avec une armée gigantesque, plus de 600 000 hommes, rassemblant à côté des Français des soldats de toute l'Europe, Italie, Pologne, Allemagne. Si je réussis en Russie, je suis maître du monde. Napoléon. Il est convaincu qu'il écrasera les Russes en une vingtaine de jours au plus. Seulement, les choses ne vont pas se passer selon le plan prévu. L'armée de Napoléon s'enfonce en territoire russe sans trouver personne en face d'elle à combattre. L'armée de Napoléon était 2 fois plus nombreuse que les troupes russes. Il y en avait tant que les Russes n'osaient pas les affronter. Ils ont organisé leur retraite parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais en se retirant, ils affaiblissaient en fait l'armée napoléonienne. La chaleur et la sécheresse duraient depuis plus de 3 semaines. L'infanterie en avait jusqu'au mollet de cette poussière molle, étouffante, qui ne se refroidissait pas même la nuit. On se battait pour avoir de l'eau et on allait jusqu'à boire de la boue. Tolstoï, Guerre et paix. En 2 mois, alors qu'il n'y a pas eu le moindre coup de feu échangé, l'armée napoléonienne a perdu 150 000 hommes, 25% de l'effectif initial. Beaucoup de soldats étrangers décidèrent simplement de partir. Ils n'étaient pas français et n'avaient aucune loyauté particulière à l'égard de Napoléon. À la fin de l'été, les Français arrivent en vue de Moscou. Les Russes décident enfin de faire face à Borodino, un petit village sur la Moskova. Seigneur Tout-Puissant, soutiens de ta force notre très pieux et autocrate empereur Alexandre. Accorde-lui la victoire sur l'ennemi. Tolstoï, Guerre et paix.